Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir à la Maison de la Poésie pour écouter ce dialogue entre Myriam Tooze et Caroline Nemke autour de leurs deux livres. Quand je dis oui de Caroline Nemke qui paraît aujourd'hui même aux éditions du Seuil et Ce qu'elles disent de Myriam Tooze paru chez Bucher-Chastel il y a environ un mois. Deux livres qui ont beaucoup de points communs même si la forme est assez différente, de livres qui parlent de la violence, qui parlent du langage, de l'émancipation par la parole, des structures de la domination et de la manière dont on peut les combattre. Voilà, nous allons développer tout ça tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble. Et c'est Fabienne Gondran qui est avec nous ce soir pour assurer la traduction. Je vous propose, pour entrer dans le vif du sujet, de lire deux courts extraits de chaque texte, hein, pour qu'on entende vraiment les voix de ces deux textes. Je vais commencer par celui de Caroline Emke, Quand je dis oui. C'est un passage qui est au début du livre. Dans mon enfance, les rares fois où les choses considérées inexprimables devaient être nommées, on y faisait allusion par un mot en dialecte. Amberlificoteur, disait le Plattdeutsch du nord de l'Allemagne, et même les enfants qui ne le parlaient pas percevaient la menace indéfinie, le mal sourd qui faisait planer ce mot. Que faisait planer ce mot, pardon. Ne te laisse pas amberlificoter, nous disait-on avant de nous envoyer dans le vaste monde, à l'école ou au terrain de sport. Un terme qui touchait au danger, mais en décalé. Comme si le dialecte pouvait amortir ce contre quoi il fallait nous mettre en garde. On nous interdisait de répondre à un inconnu qui nous amberlificoterait, comprendre, nous adresserait la parole avant de nous emmener avec lui. Mais ce qui se passerait une fois que cet inconnu nous aurait pris, motus et bouche cousue. Nous l'acceptions sans broncher, nous l'acceptons toujours. Un extrait maintenant de Ce qu'elles disent. Hier, m'a dit Ona, les femmes de Molochna ont voté. Elles devaient choisir entre trois options. 1. Ne rien faire. 2. Rester et se battre. 3. Partir. Chacune de ces options s'accompagnait d'une image, ces femmes ne sachant pas lire. Remarque, je n'ai pas l'intention de souligner ce fait à tout bout de champ, mais il est essentiel à la compréhension de certaines actions. Neige Friesen, âgée de 16 ans, fille de la regrettée Mina Friesen et pupille de sa tante Salomé Friesen, a dessiné les images. Ne rien faire était illustré par un horizon désert. J'ai pensé, sans le dire, que l'image aurait tout aussi bien pu s'appliquer à l'option du départ. Pour rester et se battre, Neige a dessiné deux membres de la colonie engagés dans un duel au couteau. Les autres ont jugé l'illustration trop violente, mais elle a le mérite d'être claire. Sur la troisième illustration, Partir, on voyait l'arrière-train d'un cheval. Une fois de plus, j'ai pensé, sans le dire, qu'elle pouvait tout aussi bien suggérer le départ d'autres membres de la colonie, vus par les femmes. Myriam Tooze, Ce qu'elles disent est votre troisième roman, paru en France après Drôle de tendresse et Pauvre petit chagrin. Ce texte est inspiré d'une histoire vraie qui a eu lieu en Bolivie entre 2005 et 2009. Pendant 4 ans, plusieurs centaines de femmes ménonites ont été anesthésiées avec un puissant hypnotique utilisé pour les animaux. Pendant la nuit, elles ont été violées par les hommes de leur propre communauté. Alors, il faut expliquer que les ménonites vivent coupés du monde et imposent des règles très dures qui empêchent notamment les femmes d'avoir accès à l'éducation. Et vous avez transposé cette histoire en fiction en imaginant que 8 de ces femmes se réunissent dans un grenier à foin et prennent la parole pendant 48 heures, donc pendant que les hommes sont absents, et vous montrez comment ces femmes vont se libérer par la parole. Je précise que vous-même êtes née dans une communauté ménonite au Canada et que vous en êtes partie à l'âge de 18 ans pour vivre à Montréal. Caroline Emke, vous avez étudié la philosophie, les sciences politiques, l'histoire. Vous avez été reporter de guerre pendant 15 ans, je crois. Vous avez arrêté en 2013. Quand je dis oui est votre troisième livre publié en France aux éditions du Seuil, après Contre la haine et Notre désir.
Ce nouveau livre est un texte court que vous avez d'abord lu à voix haute dans de nombreux théâtres, notamment la Schaubühne à Berlin. Et c'est un texte donc, qui part d'une réaction au mouvement MeToo, mais qui questionne plus largement le langage et ce que vous appelez les voiles rhétoriques qui le recouvrent. Vous questionnez également dans ce texte la nature du pouvoir qui est à l'œuvre dans les histoires d'abus sexuels ou de harcèlement, et puis la manière dont nous pouvons collectivement nous défaire des images, des tabous, des habitudes qui conditionnent au fond notre manière d'agir. Voilà, j'ai fini cette longue introduction. Myriam Tioz, très simplement, comment vous êtes-vous emparée de cette histoire réelle qui a fait beaucoup de bruit à l'époque et qui a forcément résonné très fortement avec votre histoire personnelle? Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu cette histoire et pourquoi en faire une fiction? I first heard the story. Probably is my microphone on? Yeah. No. C'est bon? Hello? Is that better? No. Okay. Thanks. Oh, you don't want that one. Okay, there we go. Yeah? Okay, good. I first heard about these rapes in 2009. I think it was. There were rumors going around in the Mennonite community in North America and Canada as well. We're all connected in a sense, related. And then it was shortly after that I think it was The Guardian that first reported on them. So I was horrified like everybody else, but I wasn't surprised knowing what I do know of these communities. You know, it's a specific kind of community. I mean, this colony, this closed ultra-conservative colony in Bolivia where these rapes occurred is... yeah, it's an ultra-conservative, isolated, self-police colony, you know, there's no recourse basically for these women, you know, when these types of things happen or when any kind of crimes happen. This is slightly different. Oh, sorry. Fabienne, translate. J'ai entendu parler de cette histoire pour la première fois en 2009, donc de ces viols, il me semble. Vous m'entendez ? J'ai entendu parler de ces viols pour la première fois en 2009, si je me souviens bien. On en parlait donc en Amérique du Nord, au Canada. On est tous plus ou moins liés au sein de la communauté. Et peu après, le journal Le Guardian a commencé à en parler. Quand je l'ai appris, j'étais horrifiée, mais pas surprise, sachant ce que je sais sur ces communautés. Et cette communauté en particulier en Bolivie est extrêmement isolée et ces femmes n'avaient absolument aucun recours et n'ont aucun recours quand ce genre de fait se déroule. Caroline Emke, quel est le point de départ pourquoi faire de la fiction? Oui, il y avait une deuxième partie de la question en effet. Merci. Right. Thank you. Merci. Why fiction? Yeah, I mean, I'm a fiction writer. I'm a novelist. That's where I go. It's my first, you know, thought is to create narrative. Create a set of characters, etc., to fictionalize, in order to, I guess, order my own experience, in order to address the questions that I have, the questions that I had when I heard about these rapes. And again, and this isn't anything new, and in fact, probably a cliche, but for me, fiction is a way of getting closer to the truth of something than nonfiction. But again, it's the sort of natural expression for me. Pourquoi la fiction ? Parce que je suis romancière, c'est ce que je fais, c'est mon premier mouvement qui est de créer une narration, de créer des personnages, de faire de la fiction.
Et puis parce que cela me permet de mettre de l'ordre dans mon expérience et en la matière, de répondre à mes questions, aux questions que je pouvais avoir sur ces viols. Après, ça n'a rien de nouveau, c'est vraisemblablement un cliché, mais c'est une manière pour moi de me rapprocher, d'être au plus proche de la vérité. La fiction me le permet plus que la non-fiction. Mais c'est aussi peut-être parce que, en tant que ménonite, partie de votre communauté, vous ne pouviez pas obtenir des témoignages et aller voir ces femmes. C'était absolument impossible. I can't go. I'm not welcome in this particular colony or any closed ultra-conservative colony. That's outsiders aren't welcome. But especially I wouldn't be allowed in. I mean, I've asked. There have been people, women especially, who have come to my readings, in Canada and other places, and have said that there's no way that I would be able to go in and talk to these women. They know that I'm writing about the Mennonite community. However, the same thing doesn't apply to non-Mennonites. Non-Mennonites like yourselves, you could much sooner be able, to go in and to speak because you're not considered a threat. You could go in. Moi, je ne suis pas la bienvenue dans ces communautés ultra-conservatrices, et notamment la mienne, mais aussi les autres, parce que je l'ai quittée, je suis considérée comme outsider. Et il m'est arrivé de rencontrer des femmes lors de mes lectures, notamment au Canada, mais aussi ailleurs, et toutes m'ont dit qu'il n'y avait absolument aucun moyen pour moi d'accéder de nouveau à la communauté, que je n'étais pas la bienvenue, d'autant plus qu'ils savent que j'écris sur la communauté ménonite. En revanche, vous auriez peut-être plus de facilité que moi pour y accéder. Caroline Emke, quel est le point de départ de ce texte ? Je le disais tout à l'heure qu'il était un texte que vous avez d'abord lu devant un public pour le théâtre. Pourquoi cette forme spécifique pour traiter de ce sujet ? Yeah, thanks very much for having us. It's quite funny, I didn't plan to write on this topic at all. So as you all probably, I was following the news on various different cases of the Me Too debate. And I think there was lots of focus always on individual cases, on Strauss-Kahn before, and then on Weinstein, and then, various individual cases. And I realized that didn't concern me that much, but the less I was reading the papers, the more my own, sentiments emerged, the more I was haunted by these questions. I really haunted by the questions. And Merci beaucoup de nous recevoir ce soir. Pour répondre à votre question, moi je n'avais pas prévu d'écrire sur le sujet, mais j'étais vraisemblablement comme vous, je suivais les infos, aux infos, tout ce qui se disait sur le débat autour de MeToo. Et à l'époque, l'accent était plutôt mis sur des cas individuels. Il y avait Strauss-Kahn, il y avait Weinstein, c'était des cas particuliers, et je me sentais pas tant concernée que ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que moins je regardais les informations et plus mon propre ressenti affleurait à la surface et j'ai commencé à me sentir véritablement hantée par le sujet. And I think it was actually Catherine Deneuve with this. No, I'm sorry. I adore Catherine Deneuve. I'm a great admirer. Just her comments on flirting, on French gallantry, is that the term? Really upset me. Really upset me. No, because I think I was so furious because I do not want this discourse on the questions of violence and the questions of sexual abuse to suggest that the people who criticize violence are not people who don't want sexuality and desire. We do want sexuality and desire. We just don't want abuse. But abuse is not sexuality. So I think I was really, really furious about this kind of suggestion that
you know, you can have only either or. Et c'est quand j'ai entendu Catherine Deneuve, que au demeurant j'admire son travail, mais quand elle a fait ce commentaire sur le flirt, la galanterie à la française, je crois que c'était l'expression, que vraiment ça m'a contrariée, vraiment j'étais hors de moi et j'étais furieuse parce que je ne voulais pas de ce discours qui tend à dire que les gens qui ne veulent pas des abus sexuels et de la violence ce sont des gens qui ne veulent pas du désir dans la sexualité, comme si les deux choses devaient être dissociées, alors qu'il faut dissocier l'abus de la sexualité. Et je n'aimais pas ce sous-entendu qui tendait à dire que ce n'était pas ce que l'on souhaitait. And if I may add one thing to the forum, if I could write fiction, I might write fiction. I just have no gift, so that doesn't work. But I did not want to write a text that's a philosophical argument. I did not want to write an essay that sounds knowledgeable. I think the discussion of sexuality and the discussion of Me Too is a question of vulnerability. It is a question of also of le regard, the gaze. It's being looked at and looking at others. And so I felt the most radical form to address these questions would be to actually go on stage and sit there with my body, myself being as vulnerable as I could be, being looked at by an audience. And it's an oral text. I mean, even now it's a book, but it is written as if spoken. It's a very, very hybrid form. It's I think in that sense very different from Miriam's, because Miriam's is much more elegantly framed and sort of built together, and mine is a bit more all over the place. Et si je pouvais écrire de la fiction, vraisemblablement que je m'y frotterais, mais je crois que je n'ai aucun don pour ça. Pour moi, ça ne marche pas. Pour autant, je ne voulais pas écrire un texte qui soit un essai philosophique ou qui se présente comme un écrit érudit. La question de la sexualité et de MeToo aborde la question de la vulnérabilité, la question du regard, the gaze en anglais, c'est-à-dire le fait d'être regardé et de regarder d'autres personnes. Et je voulais attribuer à ce travail une forme qui, selon moi, la plus radicale possible, était, moi, en tant que corps, en tant que personne, de monter sur scène, d'être vulnérable et de me prêter à ce regard des autres. Et donc, quand bien même le livre paraît aujourd'hui sous forme écrite de livre, c'est un texte avant tout oral et qui offre une forme d'oralité hybride qui est du coup très différente de ce qu'a écrit Myriam, qui me semble beaucoup plus cadré et beaucoup plus élégant dans sa forme. Et c'est un texte aussi qui permet au spectateur ou au lecteur de se dire mais qu'est-ce que moi j'aurais fait dans cette situation. Enfin, il y a quelque chose de très immédiat qui invite au dialogue comme ça. Yeah, exactement. That's what I wanted. I mean, what I wanted was I wanted a text that is an invitation that people can, that it has certain scenes and situations in the text that I experienced, but I don't want to suggest this is how someone has to respond or this is what someone has to feel, but it is situations, I think, that all happen to all of us where you're witnessing something's wrong, where you witness somebody is mistreating somebody else, where you witness sexism or just rudeness or the denigration of a woman, and you don't know how to respond always in the first place. You don't always know if you should fight or just leave. And so I wanted this book to include as many examples as possible where people can relate to, but then also question our own complicitness with structures of power, with structures of tabooing and silencing the pain of
women or young men. It's evidently also young boys or men, but that's what was really important for me about this book. Et ce que je voulais dans ce texte, c'était également inviter par des scènes, par des situations dont j'avais fait l'expérience, à réfléchir sur des cas de figure. Je ne voulais pas écrire une feuille de route qui dicte une réaction à avoir dans un cas de figure donné, mais je voulais donner des exemples. On a tous vécu un moment où on est témoin d'une scène où ça ne se passe pas bien, un cas de maltraitance, des exemples de sexisme, d'impolitesse, de dénigrement d'une femme. Et on ne sait pas toujours comment réagir. On ne sait pas s'il faut rester et affronter l'instant ou s'il faut partir. Et je voulais inclure le plus d'exemples possible afin que les gens puissent s'identifier, puissent eux-mêmes se poser la question de leur propre réaction et aussi que l'on puisse collectivement se poser la question de notre complicité face aux structures de pouvoir qui invisibilisent et réduisent au silence la douleur des femmes, mais pas seulement des femmes, des jeunes hommes et des jeunes garçons aussi. Myriam Thieu, si on parle de la forme de votre livre, l'histoire que vous racontez se passe en 48 heures, donc dans un temps très ramassé, dans un lieu clos, et votre narrateur est un homme. Alors, on l'a pas forcément compris là dans le passage que j'ai lu, mais c'est un homme dont les parents avaient été excommuniés de la communauté, et puis qui a choisi lui-même de revenir. C'est un homme qui lit des livres et que ces femmes vont prendre au fond comme scribes. Pourquoi cette forme ? Pourquoi ce narrateur masculin ? For several reasons. First of all, like you said, I mean, August Epp, the narrator, sort of occupies this liminal space between the interior world of the colony and the external world, and can bring that kind of anecdote and that kind of sort of snippet of thing to the narrative, which it allows for a type of breather in a sense for the reader from the kind of harshness of the reality of the women's lives, but there are more important reasons. First of all, the women are illiterate in this community. They don't read and write. So when I determined that it would be, the context of the book would be the minutes, somebody would need to take the minutes, and it would have to be a male. In the end, the minutes are, of course, irrelevant. They don't matter. The women can't read them anyway. And the hope is that, the women will go on to write their own stories. But I wanted to subvert those roles. So August Epp is there. He's asked to take the minutes. He's there to listen and to learn, and then to do with this information, what he thinks is best. And the women are the philosophers, the doers, the planners, the thinkers. It's an act of compassion on one of the women's parts, a friend of his, to invite him to take the minutes. She senses that he's despairing. He's also a marginalized, mocked character, man, considered a half man, not a real man within the context of this community. And she says, look, August, come with us, women. Just come with us. You'll be safe with us in the loft. And here, sort of as an afterthought, we'll give you this task. You can write down what we say. Il y a plusieurs raisons. D'abord, Auguste occupe cet espace qui est à la limite entre l'intérieur et l'extérieur de la communauté. Donc il apporte son petit lot d'anecdotes, ce petit plus et toutes ces respirations qui permettent au lecteur de sortir un petit peu de la dureté, de la réalité de la vie des femmes qui est dépeinte. Et puis de manière plus importante, ces femmes sont illettrées, donc de toute façon elles ne peuvent pas lire, elles ne peuvent pas écrire. Donc il fallait trouver un protagoniste masculin qui lui soit habilité à écrire ces minutes, ces comptes rendus de leurs réunions, qui au demeurant ne servent à rien puisqu'elles ne pourront jamais les lire. Mais l'idée, l'espoir, c'est un peu qu'à leur tour, elles puissent écrire et s'emparer de leurs propres histoires. Et je voulais ménager un peu une inversion des rôles, c'est-à-dire que Auguste, c'est celui qui écoute, c'est celui qui apprend, et les femmes sont celles qui vont philosopher, penser, être actives, agir.
Et son intervention est le fruit d'un geste de compassion de la part d'une des femmes qui se rend bien compte que son ami est au bord du désespoir parce qu'il n'est pas bien considéré dans la communauté, qu'on le voit comme une moitié d'homme, qu'on ne le prend pas au sérieux et qu'il est l'objet de beaucoup de moqueries. Donc elle lui dit « Viens avec nous les femmes à l'intérieur de cette pièce ». Et en fait, elle lui donne une tâche pour l'occuper, qui est donc la tâche d'écrire ses comptes rendus. Caroline Nemke, vous parlez aussi de la place des hommes dans ce livre. Comment on peut déconstruire les stéréotypes de la masculinité, comment on doit tous et toutes se rendre compte que les hommes sont aussi victimes de violences. Alors, je pense à cette photographie qui est dans le livre, photographie d'un jeune homme que vous avez rencontré en Afghanistan. Peut-être vous pouvez en parler, parce que vous avez mis cette photo parce que ça a été pour vous une prise de conscience, quelque chose que vous aviez oublié, et puis soudain vous vous êtes souvenu de cette photo et de ce jeune homme. Yes, indeed. I mean, I think that is something that was very important to me, that if we question power structures, we have to do it along all categories and intersectionally, and not just along the lines of, traditionally understanding male and female. But the story that you refer to in the book is something that happened to me. I traveled to Afghanistan in 2001, 2002, and 2003, and in the year 2001, I met a very young teenager who was kept as a houseboy by Afghan soldiers. And they had actually kidnapped him in Pakistan and had carried him along throughout the war, wherever they went, and he was supposed to take care of what they ever asked him to do. And when I met him, I think he was, 14, maybe 15, and had spent already the entire war with the militia. And he was there to serve us tea. And when he'd served us tea, he disappeared and was suing the uniforms of the soldiers. And that was in 2001, and all my life I thought about this boy. And all my life I thought, what a sad life that was, that a boy would just be kidnapped in northern Pakistan and had to he wasn't, it wasn't a child soldier. He wasn't asked to fight. He was just asked to do whatever they wanted him to do. C'était très important pour moi, effectivement, de travailler sur la structure, les structures du pouvoir de manière intersectionnelle et en n'utilisant pas la différenciation habituelle et traditionnelle entre le masculin et le féminin. Et effectivement, en 2001, 2002, 2003, je travaillais en Afghanistan. Et en 2001, j'ai fait la rencontre d'un jeune adolescent qui était retenu prisonnier par des soldats afghans. Il avait été kidnappé au Pakistan et les soldats l'avaient trimballé avec lui d'endroit en endroit, de lieu en lieu, au gré de la guerre. Et en fait, il leur servait un peu de personnel d'intérieur. Quand j'y étais, moi, il nous servait le thé, donc il apparaissait, disparaissait dans la pièce pour faire le service. Et quand il a eu fini de nous servir le thé, il s'est occupé de recoudre, de réparer les uniformes des soldats. Et ça, c'était en 2001. Il avait été kidnappé, c'était dans le nord du Pakistan. Alors, c'était pas un soldat, c'était pas un enfant soldat, mais il servait la milice. Et toute ma vie, je me suis dit, mais quel triste sort, quelle triste vie. Qu'a-t-il bien pu arriver à cet enfant? And then many years later, I read an article, I think I don't know, maybe in The Guardian, and the article was about teenagers from Pakistan being kidnapped to Afghanistan and being raped, being just, used as house servants, but serving all kinds of interests. And when I read the article, I was shocked. I mean, I was really shocked. It struck me that suddenly it occurred to me what I just didn't have the imagination to think about before. I mean, had this been a girl, of course this is what I would have thought.
Had there been a girl kidnapped in Pakistan and, you know, been traveling with male soldiers, of course I would have assumed that she would have been the victim of, you know, sexual violence. And so I was so shocked about my own inability to imagine something due to ressentiment, to prejudice, to just assuming it's always women who are victimized in these ways. Et bien des années plus tard, j'ai lu un article, je crois que c'était dans le Guardian, sur un jeune adolescent qui avait été kidnappé au Pakistan, amené en Afghanistan et qui était donc servant de la milice domestique, de la milice et des soldats, mais qui servait toutes sortes de besoins puisqu'il était victime de viol. Et le choc pour moi a été énorme quand j'ai soudainement compris que je n'avais pas eu l'imagination nécessaire pour comprendre sur le moment ce que je voyais. C'eût été une fille, une jeune fille, j'aurais évidemment compris qu'elle était victime de violences sexuelles, mais mon incapacité à imaginer quelque chose en raison des préjugés qui sont les miens et du fait qu'on associe plus volontiers et plus facilement la violence sexuelle aux femmes, m'a vraiment interrogée sur ce point. And I think this is what's for me so interesting about your book, also, but also about the François Ozon film on the abuse of the Catholic Church in Lyon. Is in the film there's many women, you know, the mothers or the secretary who knew something was wrong, but they just couldn't imagine really these deeds. And there's a connection between could not and don't want to, evidently. But for me, the interesting thing about the book is your book starts when they have accepted, I mean, when they believe this is really what has happened to us. And you said when you heard the news or when you read the news that you immediately imagine, you know, this is what could happen. And I think what for me is so interesting, and also I think what my book is very concerned about, is the moments before that. How do we actually read reality? How do we actually come to understand the structures of violence and, you know, and the structures of power if we're permanently growing up with a certain language, certain taboos, certain practices, certain rituals, certain institutions that socialize us into these, you know, lies. And so that's what I found fascinating about the book, and that's where, but I start sort of somewhere else. Sorry, that was long. Et votre livre, et d'ailleurs ça m'a fait penser au film de François Ozon sur les abus de l'Église catholique à Lyon. Il y a des personnages féminins dans ce film, des mères, des secrétaires, qui sont pareils, qui ne pouvaient pas imaginer les faits. Après, la frontière est très fine entre ne pouvait pas et ne voulait pas. Et là où votre livre est très intéressant, c'est qu'il commence au moment où les femmes ont conscience de réellement ce qui s'est passé et le croient et le prennent en tant que tel. Et d'ailleurs, vous avez dit vous-même que lorsque vous aviez appris ce qui s'était passé en Bolivie, vous n'étiez pas surprise. Et ce qui m'intéresse, moi, ce sont tous les moments qui se déroulent juste avant cette prise de conscience, c'est-à-dire comment passons-nous à une lecture de la réalité, comment comprenons-nous les forces à l'œuvre dans la construction de la violence, dans les constructions de pouvoir, qu'est-ce qui fait que le langage, les tabous, les rituels, les institutions nous mettent dans une posture sociale qui fait que l'on accepte les mensonges. Vous voulez répondre, Myriam? Yeah, I mean, you know, it's true. This type of sexual violence is so commonplace. It's normalized. It's expected. It's sanctioned in these types of, you know, religious, patriarchal, fundamentalist, authoritarian communities, run and organized by the religious male leaders of the community with no outside interference. So
You know, you know, it's just sort of, I mean, the numbers of the statistics, the numbers of domestic assault, sexual violence are so high in these communities. My mother was a social worker for a while, and one of her clients who had managed to escape one of these colonies, the entire family had left and gone from the ultra-conservative colony in South America to our less conservative but still conservative colony in Canada, and she had this woman, this mother, had said to my mother, you know, well, things are good now, you know. Now my husband is leaving me alone and going after our teenage daughters. And for her, it was a relief from the constant attacks and the constant violence. And so, and again, I mean, again, that's why I say that I wasn't surprised. You know, I mean, in the scripture itself, wives submit to your husbands, children submit to your fathers, and it is a fundamentalist, you know, interpretation of the scripture, it's just so commonplace, and there's no, as the men are entitled, the women are dehumanized, and it's understandable. You can imagine how these types of things happen. Et cette violence sexuelle est tellement répandue, normalisée, attendue dans les communautés religieuses patriarcales, fondamentalistes et autoritaires dont il est question dans le livre, que c'est effectivement accepté en tant que tel, puisque ce sont des communautés qui sont tenues par des chefs, des leaders qui sont des hommes, et qui n'ont aucune interférence venant de l'extérieur pour les arrêter. Et les statistiques, les chiffres sur la violence domestique dans ces communautés sont faramineux, sont très très élevés. Ma mère a travaillé comme assistante sociale et elle a eu un jour affaire à une femme qui s'était échappée avec sa famille d'une communauté d'Amérique du Sud ultra-conservatrice pour arriver dans notre communauté à nous, qui était un petit peu moins sévère, au Canada. Et cette mère a raconté à ma mère qu'elle était plutôt contente et soulagée parce que son mari l'a laissée tranquille et s'en prenait dorénavant à ses filles adolescentes. Ce qui montre le climat de violence constante à l'œuvre dans ces communautés, ce qui explique pourquoi tout à l'heure, une fois encore, je disais que je n'étais pas surprise. C'est une lecture fondamentaliste de la Bible qui dit qu'il faut se soumettre à son époux ou à son frère. C'est une lecture qui pose l'homme comme étant celui qui a le droit de faire et qui déshumanise de fait la femme. Est-ce que je peux répondre? Bien sûr, bien sûr. If I may add something to this, two things. One is, one should always say this normalization of abuse is one that also happens outside the Mennonite community. I looked a little bit at the numbers in France before coming here. It's pretty similar to Germany. I think Germany is even a little bit higher. Every 3 days, No, every day a man in Germany tries to kill his partner, and every 3 days he succeeds. And I think the numbers in France are there's 100 women already killed this year alone. Un homme parvient à tuer sa compagne en France tous les 2,8 jours. Yeah. And so I think what's politically or philosophically interesting and annoying to me, really annoying to me, is that despite the fact that it's such a normal state of affairs, despite the fact that it's even in communities that we don't consider fundamentalist, but we consider them democratic, this is a normalcy, and there's no consciousness for this. There's still the assumption that the violence or the sexual abuse happens on the street outside by strangers, when in fact it happens predominantly within your own relationships, with your own partners.
Et si je puis ajouter deux choses. La première, c'est que cette normalisation, elle est à l'œuvre aussi en dehors des communautés ménonites. Je regardais les chiffres en France avant de venir. Ils sont semblables à ceux qu'on a en Allemagne. C'est-à-dire en Allemagne, chaque jour, un homme tente de tuer sa partenaire et il y parvient tous les 3 jours. En France, il y a déjà 100 femmes ou plus de 100 femmes qui ont été tuées cette année. Est-ce que vous 130. disiez 130, donc voilà, tous les 2,8 jours. Et ce qui, politiquement et philosophiquement, est à la fois intéressant et extrêmement énervant, à mon sens, c'est malgré... on essaye de nous faire passer cet état des lieux, donc malgré la normalité de cet état des lieux, on sait que ce sont des actes qui n'ont pas lieu dans des milieux fondamentalistes, mais dans des milieux tout à fait démocratiques. Malgré cet état des lieux, il n'y a pas de prise de conscience, parce qu'on continue à penser que ça se passe à l'extérieur, que c'est étranger à nous, alors que tous ces cas de violence ont lieu au sein de la relation. In Germany, evidently, whenever there's a refugee or a Muslim or migrant who attacks a woman, there's a huge press coverage, whereas when it's happening on an everyday basis, between white, German citizens, there's not that much coverage. But what I really love about Miriam's book, and I highly recommend that you read it, is that I think because it's set in a Mennonite community, and because it has that really elegant, constructed form, I think people are much more willing to read this and think about these questions because they can pretend it has nothing to do with us. They can pretend, oh, this is a Mennonite society. And yet the book is so good that evidently it triggers all the questions for our own societies. But I think, with books like mine, I mean, if it's an essay, people are already, they don't want to be moved by these questions. They don't want to think about the relationships in our, the structures in our relationships. Whereas I think the beauty of this book is it invites everyone because people can pretend it has nothing to do with them, and then they're really hit by the fact how much it has to do with us. So I think it's brilliant. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans le livre de Myriam, dont je vous recommande chaudement la lecture, c'est que c'est justement parce que l'histoire a lieu dans une communauté, et justement parce que sa forme est à ce point élégante et bien construite, qu'on a envie d'y aller, qu'on a envie de se frotter à ces questions, et qu'on y va en se disant que ça ne nous concerne pas puisque ça n'est pas notre milieu, et qu'on se fait happer, et qu'on du coup se pose toutes ces questions sur nos sociétés, alors que peut-être que mon essai à moi, ou par le truchement d'un essai, on a moins envie d'y aller, on ne veut pas réfléchir à ces questions-là. Et la beauté de son livre, c'est que l'histoire nous raconte et nous invite à réfléchir à ces questions. Est-ce que vous voulez répondre à ça? Parce que c'est vrai qu'en tant que lecteur, lectrice, on ne met pas du tout à distance et on se sent absolument concerné tout de suite dès les premières pages. Yeah, yeah, you're right, and I feel that is kind of one of the aspects or functions of fiction. Certainly of the kind of fiction that I write, a specific setting, a specific group of people, with specific circumstances. The sort of smaller, the more detailed, then the hope is the more universal is this story if it's done, if it's done well. But I've been so surprised, on the road promoting the book or talking about the book, discussing the book with people, how much how much they do relate. Secular, urban, educated women saying, this is happening in our society as well. The idea that we're not believed, or that when we do say, if maybe we're believed, we're told to, yeah, but that happens, right? It's not a big deal. You weren't this or you weren't that, you were only that. So therefore, that constant rationalization, that constant minimalizing
of the violence. Yeah, and as far as you know, the idea of the readers thinking about this group of kind of freakish people, of people that, I mean, the whole definition of them is basically, you know, in the world but not of the world. So they're living in very isolated parts of the world and not entering into the world very often. And certainly it's not the women who do. If they leave the colony, they must be accompanied by men, etc. It's easy for us to think of these people as almost not real, almost as these sort of cult, members, freakish, medieval, kind of society. And so part of the challenge for me and my intent was to show the humanity of these women and of the men as well, my male characters, and to show that these are people, actually real people like you and I, and dealing, as you say, with similar things, and maybe not in the same with the same specific details, but certainly their story transcends the confines of their small colonies. C'est un aspect, et c'est certainement la fonction de la fiction, en tout cas dans ma manière de l'aborder, c'est de partir de lieux, de gens, de situations et de choses très très détaillées, très très minutieuses, en espérant à partir de là pouvoir créer un propos d'une plus grande universalité, en tout cas si c'est bien fait. Et tout au long de la promotion du livre, quand j'étais sur la route, que je suis allée à la rencontre des lecteurs et des lectrices, j'ai toujours été étonnée de voir des femmes qui venaient d'un milieu urbain, pas religieux, qui avaient étudié, venir me parler et me dire « mais nous non plus, quand on parle, on ne nous croit pas, et si on nous croit, on nous dit oui, mais c'est pas très très grave ». Et il y a sans cesse ce mouvement qui consiste à minimiser la violence et à la rationaliser. Et effectivement, ce que j'ai voulu créer dans ce livre, pour le lecteur, c'est de dépeindre cette espèce de parade monstrueuse, c'est-à-dire que les gens dans la communauté sont dans le monde mais ne font pas partie du monde parce qu'ils sont à la marge, et les femmes de toute façon n'ont pas le droit de sortir de la communauté sans être accompagnées par un homme. Donc ce ne sont pas de vrais êtres humains, ils font partie d'une espèce de secte, et le défi pour moi c'était de retourner ça et de montrer l'humanité de ces personnages, de ces femmes et aussi de ces hommes, de montrer que ce sont de vrais gens et de la même manière de transcender ce propos. Vous parliez à l'instant de minimiser la violence. Minimiser la violence, ça passe par les mots ou les mots qu'on ne prononce pas. Caroline Emke, c'est une question que vous abordez dans le livre. Quand je parlais tout à l'heure de ces voiles rhétoriques, j'ai lu tout à l'heure un passage sur votre enfance, et on disait attention de ne pas te faire emberlificoter, ce qui est une espèce de menace comme ça diffuse, mais qui ne nomme pas réellement cette violence. Et le travail, au contraire, c'est de la nommer pour mieux la combattre. Yeah, indeed, I think it's. I don't know what you grew up with. I'd be curious to learn the French ways the mothers or grandmothers would warn their daughters. And when I've been reading this in Germany, everybody came up with the words. The sentences the mothers would say, but not a single mother warned of something specific. Nobody said, this man, a man might do this. They certainly didn't say, your uncle, or my second husband would do this. So it was always a warning of the outside, and it was always vague. And I remember, for example, as a child, I had a dog, and so I would always walk my dog. And I remember that I was so scared, but I didn't really know what of I was supposed to be scared. That I remember when the cars I could hear the sound of a car passing by, and I was always worried that the car would stop next to me. And I remember that I would, always have the shoulders up, and I was so relieved when the car drove by. But what would happen inside the car, I had no idea. And the problem about this language, of the vagueness, of excluding
the description of the actual deed is that the deed is tabooed. And the women feel, or the kid feels, insecure of expressing what might have actually happened, because what is happening is tabooed from the start. And I think one of the reasons why women very, very often, if they have been abused or violated, the shame they feel about speaking has to do with this is something nobody spoke about. And so I think what I'm trying to do as a writer, and why this book is so particularly important to me, is we have to change we have to transfer the shame. We have to put the shame where it belongs. Je ne sais pas comment c'était vous quand vous avez grandi, quand vous étiez enfant. Je ne sais pas comment vos mères, grand-mères vous mettaient en garde. Mais en Allemagne, plusieurs lecteurs, lectrices sont venus me voir en me proposant les phrases types qu'on disait à la maison. Et il n'y en avait aucune qui était spécifique. Il n'y avait aucune qui disait « un homme est susceptible de faire ça ». Cet homme pourrait d'ailleurs être ton oncle ou mon deuxième mari. Et les avertissements, les mises en garde touchaient toujours à l'extérieur et restaient toujours très vagues. Et je me souviens qu'enfant, j'avais un chien que je promenais et du coup, j'avais peur, mais je ne savais pas de quoi j'avais peur. Et je marchais le long de la route, la tête enfoncée dans les épaules comme ça, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une voiture qui passait, je me disais qu'elle allait s'arrêter à ma hauteur et que je ne saurais pas quoi faire à ce moment-là. Et je me souviens de ce sentiment de soulagement quand les voitures poursuivaient leur chemin. Et c'est ce vague, cette exclusion de la description de l'acte en elle-même qui fait que l'acte devient tabou et que du coup naît cette insécurité à exprimer ce qui s'est passé, puisque d'emblée ce qui s'est passé est quelque chose de tabou. D'où la honte que ressentent les victimes de violences sexuelles, parce que tentative est faite de parler d'un non-dit. Et je pense qu'il est important, et c'est ce que j'essaie de faire par le truchement de ce livre, de changer la focale et de transférer la honte et de redonner la honte à son propriétaire. Myriam Tooth, dans votre livre, l'émancipation de ces femmes passe par les mots, par la parole, et voilà, c'est comment on met des mots sur la violence, et c'est comme ça qu'on commence par les combattre. Yeah, absolutely. I think that, until I wrote this book, although maybe a little bit before, but with this book especially, I realized how threatening it is, especially to men. This idea of women getting together and talking, this is it took me a while. I'm a slow learner. Yeah, and it's really a revolutionary act. I knew that many men, and particularly Mennonite men, were angry with the stuff that I had written before this book, and now they're very angry. But I thought, wow, yeah, it's true. It's threatening, and that ability to, I think one of my characters says this at some point, and I can't quote it directly or exactly, but it's very satisfying to name the thing that ails you, and it's only through language, of course, that we can begin to understand what's happening to us and change. But it's, sorry? What's it called? Rumpelstiltskin? Rumpelstiltskin? Yeah. The guy on the island? Yeah. Or the old guy. Sorry, who slept forever. once you know the name of it, it can't haunt you anymore. It loses its power. Yeah, absolutely. Yeah, and so so the idea of language and talking is absolutely an act of resistance and change. The first step. Jusqu'à ce livre, je n'avais pas vraiment réalisé à quel point ça pouvait être menaçant, notamment pour les hommes, l'idée que des femmes puissent se rassembler pour parler. Oui, je suis un peu lente, je m'en étais pas rendu compte avant, à quel point c'était un acte révolutionnaire. Et au sein de la communauté ménonite, les hommes étaient déjà très mécontents, parce que j'avais déjà écrit avant sur la communauté, mais là, après ce bouquin, ils étaient carrément furax.
Et il y a cette capacité. Alors, un de mes personnages le dit, je ne saurais pas vous le citer précisément, mais qui explique à quel point c'est satisfaisant de pouvoir mettre des mots sur les choses qui lui font du mal. Et donc, c'est ce que vous disiez sur le fait qu'une fois que l'on peut nommer les choses, elles cessent d'exercer un pouvoir sur nous et elles arrêtent de nous hanter. Alors malheureusement, je me rends compte qu'il nous reste déjà plus beaucoup de temps. Peut-être une ou deux questions politiques, vraiment sur la réception du mouvement MeToo dans vos pays respectifs, en Allemagne et au Canada, parce que c'est peut-être un peu différent de ce qui s'est passé en France. C'est notamment intéressant, Caroline Emke, de parler de la différence que vous faites entre le slogan MeToo et le slogan Balance ton porc, qu'on a eu nous en France. Yeah, I write a little bit in the book about the French slogan, Balance ton porc. I remember I had the first discussion actually with Fabienne about this. To me, there was a huge problem about the slogan, not just the language. I'm not so excited about the language, but there's actually a real problem in it in the ton, balance ton porc, because it reassigns. I mean, it connects me with the person who violated me, and I think this is exactly what we have to disconnect. We exactly have to disconnect ourselves from the perpetrators and then think it was our fault or there was some, and so I think what we really have to cut is the suggestion that one is the property of another, or that one could never overcome or never free oneself from that experience, from that trauma. This is what the American philosopher or political theorist Wendy Brown calls a wounded attachment, assujettissement, c'est ça? So that is something I think that was particular to the French debate. We didn't have that. We just had the English. We just had the term Me Too. Shall I wait? J'ai écrit un peu à ce propos dans le livre sur le hashtag Balance ton porc, qui à mon sens pose un gros problème, d'abord par le choix du mot et puis par le choix du ton porc, c'est-à-dire qui réassigne le porc à une personne et qui crée un lien entre moi et la personne. Et alors qu'il conviendrait de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de défaire ce lien entre la victime et la personne qui fait l'acte, et de mettre un terme à la suggestion qu'une personne est la propriété de l'autre et ne pourra jamais s'affranchir, se libérer de ce traumatisme. C'est ce que la philosophe Wendy Brown appelle l'assujettissement. Mais c'était le débat en France. En Allemagne, le hashtag était différent. And one last thing, I think maybe on the political the political instrumentalization. Evidently, in Germany as in France, we have a right radical. They're not right populist. They're right radical and right extreme movements and parties who have a very asymmetrical view on sexual violence and abuse, and who also have a narrative that is anti-feminist, racist, anti-Semitic, very authoritarian, and as in many, many other countries in the world. And I think what was important, I think what remains important, is that one doesn't allow the political discourse to suggest, feminist issues are sort of secondary issues, like refugee issues are secondary and LGBTIQ are secondary. The real issues are those of the white working class. And there is this attempt to divide the political discourse and to divide actually also the people, and to make sort of these concerns, these requests for justice, for equality, sound like luxury problems. And so part of my book is really arguing against that. I don't want that.
Pour ce qui est de l'instrumentalisation politique, il y a en Allemagne des mouvements à droite radicaux et extrêmes, des partis qui ont une vision complètement asymétrique de la violence sexuelle et des cas d'abus sexuels, et qui mettent en avant toute une narration antiféministe, antisémite et autoritaire. Et pour moi, il est important de ne pas laisser le discours politique et les questions féministes, au même titre que les questions qui peuvent concerner toutes les autres minorités, prendre une place secondaire face à des problèmes qui seraient plus importants, qui seraient les vrais problèmes et qui sont en réalité les problèmes de la classe, de la working class blanche. Et donc une Classe populaire. Et donc une division qui créerait une division, donc un discours politique qui créerait une scission entre les gens et qui de fait ferait que cette demande de justice et d'égalité deviendrait une sorte de luxe. Et par le livre, j'essaye aussi de lutter contre ça. Myriam, quelle a été la réception de MeToo au Canada et est-ce qu'on assiste ces derniers temps à un backlash? Absolutely, there's a backlash. The backlash probably started as soon as the movement started. I always get a little nervous talking about these types of things, you know, social movement. I mean, again, I'm just a loner, you know, writer person writing about the things that I experience. But and this book was written before. It was written and published in Canada before the second iteration of the Me Too movement began. It's something that I absolutely feel is so important. It defines our time now, really in Canada and North America. To such a degree. I mean, it's something that everybody's talking about, almost everybody. The thing is, though, that there are divisions within. I mean, for instance, you know, these Mennonite women and other marginalized women, and you know, who you know, of course, don't have the luxury or you know, the freedom of, you know, even thinking or talking or even knowing about, you know, this Me Too movement. But at the same time, it's so important. But again, you know, the backlash is something that now needs to be navigated. And what will be the next? You know, what now? What do we do now? Now that we know, you know, I mean, we women, I guess you could say, always knew, you know. But now that we've shared these stories and we're thinking about it and we're talking about it, and men are too. You know, what do we do? What do we do now? So I'm more interested in that, you know, in that question. Retour de bâton, oui, il y en a eu un dès le début du mouvement. Moi, je suis toujours un petit peu gênée de parler de mouvements sociaux de cette ampleur, parce que moi, je suis écrivain, je suis dans mon petit coin. Mais bon, en l'occurrence, le livre a été écrit, a été publié avant MeToo. Mais je pense que ce mouvement MeToo définit véritablement notre époque, en tout cas au Canada et en Amérique du Nord, et c'est flagrant que presque tout le monde en parle. Alors, il y a les femmes de la communauté ménonite et il y a toutes les femmes marginalisées qui ne peuvent pas se permettre, qui n'ont pas la liberté ou qui n'ont pas accès à suffisamment de connaissances pour ne serait-ce qu'avoir eu vent du mouvement. Mais sinon, tout le monde en parle. Et donc, le backlash, comment on peut naviguer entre les écueils de ce fameux retour de bâton, maintenant qu'on sait, alors qu'on a toujours su, mais maintenant qu'on sait et qu'on en parle et que c'est débattu entre nous, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer par la suite. Peut-être un dernier mot, Myriam, pour préciser que les hommes accusés de viol dans votre livre ont été jugés. Et ensuite, 2 ans plus tard, je crois, les violences ont repris au sein même de cette communauté. Yeah, there are many rumors around the men, the perpetrators. They were all. It was the first time that the police were actually, the outside Bolivian police were called into the colony
and essentially they were called in to protect the men from revenge of from the victims' families, etc. So they were taken and put on trial, and like you say, sentenced, and they're in prison. But the rumors are now that the attacks are continuing. The rumors are that the Mennonite colonies are paying the Bolivian justice system to keep the men in prison so that they can say to the rest of the world and to the larger Mennonite community, global Mennonite community, look, we've taken care of our problem. These guys are rotting in prison, so don't worry about it, go away, leave us alone. So, I mean, it's very, very difficult to know exactly what's going on. And there are other people, so many people within the Mennonite community too, and the non-Mennonite community who are attempting to find out what's going on, attempting to help. Again, it's such a paternalistic thing to go into a community and say, you need to do this, this, and this. It's one thing to practice your religious freedom, and it's another thing to have that, that type of religious freedom based on the, oppression of, half of your community. Il y a de nombreuses rumeurs qui courent. La première fois, la police bolivienne est intervenue, non pas pour protéger les femmes, mais pour protéger les hommes contre les éventuelles représailles des familles. Donc les hommes, les violeurs ont été emprisonnés, mais effectivement, il y a des rumeurs qui disent que les attaques, les violences continuent, qui disent également qu'en fait, les colonies payent le système judiciaire en pot de vin pour que les hommes soient emprisonnés, ils restent et pourrissent en prison de manière à pouvoir dire « mais regardez, nous on les a collés en prison, tout va bien ». Après, c'est difficile d'avoir une démarche paternaliste qui consiste à aller voir ces communautés en disant vous devez faire ci, vous devez faire ça, mais je pense qu'il y a quand même un pas entre la liberté d'exercer sa religion et puis la liberté d'exercer une religion qui repose sur l'oppression de la moitié de sa propre communauté. Merci. Merci à toutes les deux. Je rappelle les titres de vos livres. Quand je dis oui, Caroline Emke, publié au Seuil, et Ce qu'elles disent, Myriam Tewes, publié chez Bucher-Chastel. Les deux livres sont en vente dans la librairie, dans le hall de la Maison de la Poésie. Et puis nous vous invitons bien sûr à poursuivre cette discussion autour d'un verre, si vous le souhaitez. Merci à tous pour votre écoute et merci Fabienne. Merci, voilà. merci beaucoup.